Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, de retour encore une fois pour une ambiance de son, pour une ambiance de tueur, de mauvaise personne. Parce que là on est face à un reportage qui s'appelle Le tueur héros du village. Et je sais pas dans quel contexte quelqu'un qui peut tuer d'autres personnes est un héros. On va découvrir ce concept là, visiblement on en apprend des choses là. Sacrifier son samedi matin, ce n'est pas un problème pour Laurence et Léa quand c'est pour la bonne cause. Salut Laurence, salut Léa. Avec leur amie Jocelyne, elles organisent une vente de charité et comptent bien sur la générosité des passants. Oh, ok. Poterie, bougies ou nougat à vendre. Et ce n'est ni pour les animaux abandonnés, ni pour les enfants malades. Et donc Charles. Qui Charles? Mais pour aider Charles, un homme qui a tué son voisin. Ah ben ça c'est la meilleure. Quoi? Vous récoltez de l'argent pour quelqu'un qui a tué... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça commence super bien. À coups de couteau. Waouh. Et le plus surprenant, c'est que les habitants se montrent très généreux. What the fuck? Ah bah c'est gentil, merci. Hein? 3 €. Oh là là. Les dons affluent. Merci pour... Oh le monde parallèle là, qu'est-ce qui se passe? Avec cette vente de charité, mais aussi des lotos, des tombolas et même un concert, Jocelyne et ses copines ont déjà récolté plus de 6 000 € pour Charles. Il y a un truc que je comprends. Qu'est-ce qu'il y a rien qui va là, je comprends pas ce qui se passe. Il y a pas un problème là techniquement. Autant d'argent récolté et il nous faut toute la storyline là, c'est trop d'un coup là. C'est trop d'un coup. Un soutien massif on pour dirait on est dans un monde parallèle. Là. Comment a-t-on pu en arriver là? Ben merci, on se posait la question justement. L'histoire commence à quelques kilomètres de là, à 1 heure de Besançon. Forcément, dans des petits villages, c'est toujours là que ça se passe. Au village de Vezet, genre d'histoire 180 habitants. Oh shit, ok, petit village vibe. Depuis 4 ans, les Badet vivent dans le souvenir de leur fils Frédéric. Oh what? Tu vas remettre que des fleurs blanches pour la Sainte Vierge. La chambre de Jacqueline et Léon a des allures de chapelle funéraire. Ouais, je confirme. What? Depuis sa mort à 35 ans, Frédéric dort avec eux. Pour combien vous dormez là-bas la nuit, tout seul? Question sérieuse. Oh le délai là que j'ai compris. Quand je me couche, je le vois. Quand je me lève, je le vois. Frédéric, c'est le 5e d'une fratrie de 8 enfants. Oh wow. Liliane, Frédéric. Un garçon un peu simple. Ah oui, il était gentil, Frédéric. Frédéric était attardé mental. Ok, bon, c'est une façon bizarre de le dire, monsieur l'animateur. Il était plutôt gamin, quoi. Il était beaucoup gamin. Il avait 35 ans, il avait à peu près le truc de... Le raisonnement d'un gars de 15 ans. 16 ans. Ok. Frédéric a trouvé la mort une nuit de juillet 2008. Après un joyeux week-end chez leur fille, Jacqueline et Léon sont de retour au village. Ils s'attendent à retrouver leur fils qui vit toujours à la maison. Mais une fois chez eux, derrière cette porte, il y a le corps de Frédéric. Oh shit. On l'a retrouvé là. Après avoir reçu 3 coups de couteau, on l'a retrouvé là, on est rentré. Frédéric est revenu mourir chez lui. Oh, il a demandé qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu fais là? Puis qu'est-ce que t'as? Je dis ça va pas. Non. J'ai touché la figure avec ma main, puis j'ai vu qu'il était mort, quoi. Oui. Et c'est là que j'ai crié à ma femme. J'ai dit, ils nous l'ont tué. Puis là, j'ai... Ils ont fait quelqu'un comme ça? Pour les parents Badet, pas de doute, c'est le village qui a tué leur fils. Car au fil des ans... Oh bro, l'histoire elle commence à devenir sombre, le what the fuck. Et les autres qui récupèrent de l'argent sur cette histoire, qu'est-ce que c'est? What the fuck? Reste toujours un dossier sensible. Oh non, moi je me laisse pas tranquille. Hein. Comment? C'est pas mon problème. Un drame à huis clos, sur lequel Bizarre. les habitants n'aiment pas s'étendre. What the fuck? Ça ne me regarde pas, je ne dis rien du tout. Yo, je jure, les petits villages ça fait peur, hein. Il y a toujours une petite ambiance secte on dirait là. Je ne rien du tout. Pourquoi vous dites rien madame là? Allez le filmer ailleurs que ça, vous savez tout. Bizarre. À Vezet, personne n'a pleuré la disparition du fils Badet. Il faut dire que depuis ses 15 ans, Frédéric multipliait les mauvais coups dans le village et suscitait bien des rancœurs. Mais l'argent récolté là? À Vezet, dès qu'un larcin était commis, les villageois en étaient convaincus. C'était signé Frédéric Badet. What the fuck? Comme chez Daniel, le routier. C'est quoi cette histoire? Ok, donc là, attendez. Juste parce que le frérot, je sais pas, il foutait un peu la merde. Sur là, le tueur a été récompensé par les gens avec de l'argent. C'est un truc de fou. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte là à quel point c'est... Le jeune homme aurait frappé C'est en un un truc de éclair un jour de lessive. On avait fait sécher le linge et puis voilà quoi. Quand on est repointé, c'est vrai, on s'est repointé le soir, bah, il manquait un t-shirt.
Manquait une serviette, je crois. Ouais, puis c'est tout. Ah oui, vous avez volé. Oui, voilà, c'est du vol, ni plus ni moins. Ok. Une serviette et un t-shirt que Frédéric Badet portait sur le dos quand Daniel l'a recroisé. Il était... Ne me dis pas que t'es heureux qu'il soit mort à cause de ça là. Pour un l'autre t-shirt, côté de la barrière, quoi. une serviette, On est bro. bien largué. On est bien largué. Comme il disait, pas vu, pas pris. Bon, oui. Voilà quoi. De petits Eh, mais il tenait fort en fait là son t-shirt là. C'était quoi au juste? chapardages à répétition qui empoisonnaient la vie des habitants. Ah mais vous comprenez pas les races parce que c'était un Gucci limité là. À quelques rues de chez Il Daniel, valait beaucoup d'argent cet là. agriculteur aurait également reçu quelques visites du fils Badet, qui ne serait jamais reparti les mains vides. Oh, il a volé du gasoil, il a volé un vélo, il a volé des seaux, il a volé... Car Frédéric dérobait un peu de tout, et surtout n'importe quoi. Ouais mais il avait un souci mental. Vous pouvez pas lui pardonner un petit peu genre? À tout le jardin, les brouettes, les spécialistes des vélos. Hein. Ok. Ah oui. Il s'en allait dans le village à côté à pied, il venait en vélo. Thibault lui aussi s'est fait dérober son vélo, ou presque, et l'homme n'en revient toujours pas. Mais je vais vous le montrer, ça fait tout bizarre quand même. On dirait qu'ils essaient de justifier le meurtre là actuellement. On m'a volé mon essence, vous comprenez pas là? Je vais le sortir. Car Thibault, lui, ne s'est fait voler qu'un bout de sa bicyclette toute neuve. Voilà le vélo. Quoi? Un beau jour, les deux roues ont disparu. Pourquoi il a volé juste les pneus? Il a volé le truc le moins intéressant d'un vélo. C'est un vélo neuf que j'avais acheté. Ok. Voilà. Il m'a piqué les roues. Il a pas piqué ce qui coûte le plus cher. mais, Il a pas compris le concept, je pense. Hein, genre. mais bon, pour racheter des roues, voilà, ça coûte trop cher. Et c'est redevenu piéton que Thibault a dû supporter les sarcasmes habituels. Bah alors, on peut pas rouler sans ses roues? Frédéric Badet. Hein, il pouvait passer sur son vélo, puis au bout du 15e tour, dire « Pas vu, pas pris ». Je- C'est une plaie. Voilà, c'est un mauvais voisin. Oh, cette histoire de village, elle est incroyable. Pire qu'il soit. Elle est incroyable cette histoire. Rarement pris sur le fait, mais coupable aux yeux de tout le village, qui ne supportait plus son idiot. Ah, c'est chaud. Pendant 20 ans, les plaintes des habitants s'accumulent par dizaines, non sans raison. À 5 reprises, le jeune homme est condamné à de petites amendes. Pour des vols, des dégradations et même un enlèvement d'animal non domestique, The fuck? Il a pris un chien. Je sens il là. avait ramassé des hérissons. Quoi? Frédéric Badet Oh. fera même 6 mois de prison pour menace de mort réitérée. Oh shit. Alors quand il est retrouvé poignardé, un lâche soulagement s'empare de Vezet, la paix revient, le village respire à nouveau. Vous pensez que c'est un meurtre prémédité? Est-ce que vous pensez que le village a commandité son meurtre? Non mais là je pose les vraies questions là. On m'appelle Sherlock Holmes dans le game là. Attendez. Attendez. Non. Je peux pas y croire. Comment ils peuvent être soulagés et de même pas vouloir répondre aux interviews et faire comme si de rien n'était? C'est le paradis. Qui se dit ça après que quelqu'un soit mort? What the fuck? Vous avez commandité avec vos taxes, je le sais. J'ai dit ouf. Comme je souriais, ils m'ont retenu un peu à la gendarmerie. Enfin, ils m'ont demandé à la gendarmerie, est-ce qu'il avait des ennemis? Je dis, bah, tout le village. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il avait que Ah ouais, si dans un village on t'aime pas là, c'est fini pour toi en vrai là. des ennemis au village. Qui est-ce qui pourrait l'avoir tué? Bah, n'importe qui. À Vezet, les gendarmes se retrouvent alors avec 180 suspects et pendant 8 180 suspects qui est tout le village. Yo, l'histoire est tirée d'un film, c'est incroyable. l'enquête patine. C'est un père de famille de 35 ans, Charles Beau, qui a poignardé le fils Badet. Mais pour quelle raison? C'est plutôt ça en fait. Depuis sa sortie de prison, il a déménagé à quelques kilomètres de Vezet et tente de reprendre une vie normale avec Ouais. sa femme Estelle Pourquoi il est libre? et leur fille de 6 ans. Attendez, il est pas supposé être en prison? Mais les Beaux ont perdu leur insouciance. Impossible d'effacer un tel souvenir. Mais... On essaye de vivre normalement, quoi. On y pensera toute notre vie, quoi. Oh, attendez. Est-ce que vous pensez que, genre au tribunal, ils ont considéré ça comme légitime défense peut-être? Ou un truc comme ça là? Oublier, pardon. Ouf. On ne pourra jamais oublier. Bah tu m'étonnes, t'as tué quelqu'un La frérot? vie de la famille Beau a basculé la nuit du 14 juillet 2008. Il est 2 h du matin et à Vezet, tout le monde dort. Quand Charles est tiré de son sommeil, quelqu'un rôde non loin de chez lui. J'ai été réveillé, quoi, puis par un bruit, et puis j'ai voulu savoir ce qui se passait, quoi. Charles Beau s'arme d'un couteau de cuisine et sort jeter un œil.
Dans le cabanon du voisin, absent, une lumière l'intrigue. Il traverse la rue et tombe nez à nez avec Frédéric Badet. La bête noire du village est en plein cambriolage du cabanon où traînent quelques outils. Une bagarre éclate, Charlebots le poignarde à 3 reprises. Alors, une fois ok, 2 fois pour être sûr ok, 3 fois bro. C'est passé tellement vite qu'on n'est plus soi-même. Hein. Bro, what the fuck? Vous êtes tremblant, vous avez des montées d'adrénaline, vous êtes... le cœur il bat à fond la caisse. Et puis vous réfléchissez pas quoi après. Frédéric Badet parvient à regagner la maison familiale. Il y décédera 30 minutes plus tard. Charlebots rentre chez lui en état de choc. Ce n'est que le lendemain soir qu'il apprend la mort du fils Badet. T'as pas appelé la police entre-temps? Son frérot est allé dormir normal après. Comment il a pu faire? Il se débarrasse alors du couteau de cuisine, de ses chaussures maculées de sang, puis attend. 8 jours plus tard, il avouera tout. 8 jours plus tard, yo! Sachant que ce village-là, tout le monde se connaît, ils savaient ça depuis le début. Yo, c'est bizarre là. Oh là là, c'est hyper bizarre ce qui se passe là. Très vite, non, pas le legit tour du là. village qui Pas va legit faire du bloc tout là. derrière Charlebots. Et c'est un procès hors norme. Et là, sachant toute l'histoire, il y a quand même des gens qui donnent l'argent pour soutenir ce monsieur. 6000 balles dans un petit village comme ça? Va avoir lieu. Oh, je suis choqué. Devant la cour d'assises de Haute-Saône, tout Vezet va défiler pour défendre l'honneur de Charlebots et dénigrer sa victime. C'est pas possible. 2 ans après le procès, l'avocat de Charlebots n'en revient toujours pas. Ça, c'était la pétition qui a été ratifiée, comité de soutien à Charlebots. C'est un cas, là aussi, un cas particulier. Ils soutiennent quoi en fait? Bien joué frérot d'avoir mis 3 coups de couteau. Je comprends pas le concept de soutenir dans ce genre de... Quoi? Non, c'est le scénario le plus bizarre que j'ai vu depuis longtemps. C'est la seule affaire criminelle dans laquelle j'ai vu une pétition pour l'accusé. Car dès le drame connu, les signatures affluent. Près de 600 personnes vont prendre fait et cause pour l'accusé, qui peut compter sur le soutien quasi total des habitants de Vezet. What the fuck? Donc on doit être à plus de 80 signatures sur un village de 180 habitants. Il y avait un consensus de village complet pour que ce gars-là meure. Genre il le revoyait et il disait GG pour le kill. Hein. Et à la barre, c'est un portrait flatteur de Charlebots que les 9 jurés vont entendre, alors que Frédéric Badet, lui, est dépeint comme un délinquant notoire. Les rôles s'inversent et peu à peu, c'est l'accusé qui devient la victime de ce drame. Les témoins viennent à la barre venir dire des choses situation, là très négatives et très dures contre la victime. Et par ailleurs, vous en avez d'autres qui viennent surtout soutenir et décrire en bien l'accusé. Donc c'est vrai que c'est un renversement de situation qui improbable. Est assez surprenant. Mais il n'y a pas le constat psychologique du frérot qui est décédé, je veux dire, me semble... on est d'accord, là, je suis pas fou, il avait quand même dit qu'il avait un souci mental. Tu s'expliques cela, là, c'est pour ça. Peut-être qu'il était mal éduqué aussi, c'est pas, c'était peut-être pas auprès de lui. Ce qui fait genre qu'il était délinquant, il faisait des conneries. Sans pas aller plus loin, là, sur la réflexion. Le jury sera touché par cette vague de sympathie. Charlebots écopera d'1 an de prison ferme. Le procureur en avait réclamé 8. La justice est passée, mais à Vezet, la peine n'est pas revenue pour autant. La famille Beau est aujourd'hui ruinée. Elle a dû vendre sa maison et redevenir locataire. Car Charlebots doit verser 80 000 € de dommages et intérêts à la famille Badet. Et là encore, ses nombreux soutiens ont répondu présent. Je suis de tout cœur avec lui et sa famille, c'est pourquoi j'envoie un chèque à votre association afin de le soutenir. Ils ont fait un Tipeee. De petites sommes, ils ont fait 10, 20 €. 4 ans après la mort de Frédéric Badet, aux yeux de tout le monde, c'est toujours Charlebots, la victime principale. Vous comprenez que ça puisse peut-être être choquant pour la famille, que vous passiez pour une victime aussi? Ah oui, je comprends. Journaliste, let's go. La victime, c'était quand même Frédéric. Après, mais après moi, je dois payer. Je suis une victime autrement, quoi. Genre, t'estimes ta vie à 80 000 balles, frérot? Oh, ça, c'est lourd ce que tu veux dire là. Oh, j'aurais pas osé ça. What the fuck? Les gens, ils veulent aider Charles parce qu'ils se disent c'est un gars qui a jamais rien fait, qui a rien demandé, qui a pas de violence en lui. Et que, bah voilà, il est arrivé l'accident qu'il fallait pas, quoi. Un statut de victime. Il a essayé de faire alors, ouais, mais moi je dois payer 80 000 balles. Là. Puis le frérot est mort, ok, mais moi. Reconnu par la commune, qui a fait voter une subvention de 1 000 € pour aider la famille Beau à payer ses dettes. Une subvention? Alors à Vezet, les Badets sont aujourd'hui plus... J'avais raison sur la taxe, j'avais raison. Isolés que jamais. Ces gens du voyage se sont sédentarisés ici il y a 25 ans, mais le village ne les a jamais vraiment acceptés. Et aujourd'hui, il leur ferait payer les frasques de leur enfant.
Le 14 juillet dernier, pour l'anniversaire de la mort de son fils, Jacqueline a fait une sinistre découverte. Elle est toujours là. Juste devant sa porte. Non. Qu'est-ce que? On m'a versé du sang. Du sang. C'est une secte confirmée. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Plus jamais je rentre dans un petit village là. Impossible. Animaux, sans doute. Mais ça là, va pas? Là, jusque là. What the fuck? C'est quelqu'un du village. Hein. C'est bon, leur fils il est mort. Vous voulez quoi de plus là? S'acharnerait maintenant contre les badais. Un corbeau vient même de prendre son envol. Qu'est-ce que? Que votre fils était un emmerdeur, un chercheur. Ils ont pas honte. C'est des malades. What the fuck? Des gens avec zéro cœur comme ça, j'ai jamais vu ça. Chercheur d'histoire, un voleur qui n'avait rien à faire à cet endroit. Oh, pauvre dame. Non, lisez pas ça. Le pays est purgé de cette vermine dont vous n'êtes certainement pas responsable. Jacqueline et Léon, les deux parias d'un village où flotte maintenant le fantôme de Frédéric. Yo, les pauvres. De nouvelles dégradations viennent de faire leur apparition. Mais c'était malade, bro. Je suis en train de péter un plomb. J'ai envie de venir les soutenir là. Quoi? Et genre, ils ont graffé ça sur les murs de Vezet. Pour les habitants, aucun doute. C'est à nouveau un coup des badais. What? J'ai jamais vu une histoire aussi perchée de toute ma vie. Surtout aussi triste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis encore sous le choc là. What? Comment des gens peuvent être aussi sans cœur? C'est pas possible. Holy shit. Yo, encore une fois, je comprends pas ce qui s'est passé là. C'est un truc de fou là. Hot Fuzz style, exactement ce que j'allais faire comme comparaison. Je te jure, bah, c'est pour ceux qui ont vu Hot Fuzz là. Même ambiance là. Aïe, 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 aïe. Mais écoutez, vous dans cette situation là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous aurez fait. Bah, je pense que je serais pas resté là si j'avais été la famille. On dirait que la famille est en danger là. Les gens ont vraiment pas l'air de les aimer. Puis je pense pas que ça va être la dernière fois qu'ils vont continuer à faire ça. Faut brûler le village. Wow, il y a des solutions moins drastiques, j'imagine. Attendez, parce que je sais qu'il y en a dans mon chat, j'ai déjà posé la question par le passé, et je sais qu'il y en a qui sont dans des petits villages, mais est-ce qu'il y en a qui sont dans des tout petits villages comme ça? Genre vraiment, on va dire, entre 200 et 1000 personnes, là. Il y en a dans le chat qui habitent dans des endroits vraiment isolés, là. Parce que je me pose la question, vous avez vu à quel point une personne, ça a pu mettre l'ambiance sur tout un village? Est-ce que, comment dire, quand l'ambiance est mauvaise au village, là, vous le sentez? Déjà, vous devez connaître tout le monde, forcément. Ça va être bizarre, là. C'est comme si c'était une télé-réalité, mais d'un village complet. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et mais comme les grosses villes. Je commence à apprécier de plus en plus les grosses villes. Moi, je me suis toujours dit, ah, un jour, quand je vais devenir vieux, là, je vais aller dans les petits villages, comme ça, au moins, là, je vais être serein, je vais être tranquille, je vais pouvoir vivre ma petite vie, tout le monde se connaît. Mais finalement, pas sûr, là, de vouloir vivre ce genre de drama. Non. Le propriétaire a été transporté d'urgence à l'hôpital. Entre la vie et la mort, une balle lui a traversé la gorge. Oh, sur la scène du crime... Ah ouais, ambiance trêve, ressent ta coup, là, what the fuck? Relève un maximum d'indices. Ils savent que cette nuit, 3 personnes se trouvaient dans le pavillon. La victime, son ex-femme et le tireur. Fin des constatations de police scientifique. La maison est placée sous scellé. Est-ce que vous validez ma théorie comme quoi c'était, comme je disais tout à l'heure, comme si c'était un bail de jalousie? Je sens que ça va être un truc qu'on va se dire waouh. Les investigations ont commencé sur les chapeaux de roue. 4 enquêteurs travaillent sous l'autorité de la vice-procureure. Je viens d'en arriver là. Téléphone. Tu viens dans le bureau, ça m'évitera de crier. L'ex-femme a déjà été entendue. Elle dit ne pas connaître le tireur. Mais la victime a survécu et livre... Il a survécu! Oh, quel soldat! What? Oh là, ça change tout! Une toute autre version au policier. Quoi? Pour lui, son ex-femme est impliquée. Aussitôt, le commissaire Frémont en rend compte à Marie-Laure Boubas. Il nous raconte que hier, il a été appelé sur son portable par... Oh, le tireur, il est nul! En plus, ça a été commandité pour faire ça! Wow, le nul! Bon, il a bloqué la balle avec la gorge, c'est un truc de fou. Son épouse, avec qui il est marié, il est séparé depuis... Faut savoir lequel avec le headshot, là, mais non! Elle dit qu'elle est en face de chez lui et qu'elle souhaite lui remettre un rib. Enfin, il n'a pas trop compris pourquoi elle voulait lui remettre un rib, d'autant que ça fait 2 mois qu'elle ne lui parle plus. Ils ont échangé des banalités et peut-être 1 minute plus tard, un type qui s'est approché, notre auteur, un type assez grand, noir, hein, qui a demandé s'il était bien Colombe. Il a demandé l'indication vers la Cité des Grèves. On a du contexte, là, un peu surprenant. Il a dit qu'il allait à sa voiture, il s'est retourné et il a sorti une arme de sa poche. Il hausse le ton, il lui demande d'aller au fond du jardin, vers la porte d'entrée du pavillon. D'accord, hein, il le tenait en respect et à distance. Et madame, il lui arrive rien pour l'instant, il lui dit rien. Rien du tout. Il l'a braqué uniquement sur lui, l'arme. Il dit clairement, je trouvais qu'elle faisait plutôt semblant d'avoir peur. Ensuite, à ce moment-là, il a senti que le type allait tirer, il s'est protégé en rentrant la tête dans les épaules et en cachant son visage avec ses bras, et le type a tiré. À environ 1,50 m de... Il l'a laissé pour mort? Le tireur s'enfuit.
Ils ne volent rien, sauf le téléphone portable de madame. Une très mauvaise idée. Marie-Laure Boubas soupçonne l'ex-femme d'avoir commandité le tireur. C'est vrai que c'est chelou en vrai. L'agresseur insulte notre victime. Il y a beaucoup trop d'incohérences entre le comportement du tireur et madame. C'est pas normal du tout là ce qui ressort. Ça sent pas bon du tout pour madame. Hein. Non mais voilà, mais on pourrait imaginer qu'elle ait demandé à quelqu'un de lui faire peur, sauf que le type est allé trop loin et que du coup là elle panique. Elle demande aux enquêteurs de récupérer la balle pour identifier l'arme et peut-être remonter jusqu'au tireur. Bah elle est smart. Dans sa déposition, elle est trop smart, la victime a indiqué dans quelle partie de la maison il avait été visé. Sur les lieux du crime, Sylvain trouve sans problème l'impact. Ah, ça va être la merde s'il retrouve le tireur là. Ouh, il va avouer, je sens. Moi je trouve que ça ressemble bien à un impact. Hein. La victime, gestionnaire financier, s'était mariée en 2005 avec une femme de nationalité indienne. Très vite, ils ont un enfant qui a 4 ans maintenant. Okay. Mais le couple se sépare. Une séparation difficile. On y arrive tranquillement au concept de jalousie, on y arrive. Depuis quelques mois, le père n'arrive plus à voir son enfant. Il dépose 4 mains courantes au commissariat, refuse une autorisation de sortie du territoire à son ex-femme. Elle veut partir en Inde. Peut-être un mobile. Ouais, là c'est chaud pour mobile là, comme... Si c'est pour ça qu'elle l'a tué, qu'elle a commandé plutôt le meurtre là, wow. Je l'ai. C'est ça que t'as dit? Ouais. Magnifique. Alors tu la laisses, je vais faire une photo. Enfin, victoire! Bien écrasée. Moi ça me semble compliqué parce qu'elle est très très déformée. De ce que je sais, la balistique, ils ont quand même besoin d'avoir quelque chose avec une forme cylindrique. Là, il y a les rainures sur ce qui reste de l'ogive, mais le problème, c'est que ça a été tellement déformé que les rainures, les situent... Merde, non, il faut trouver, là. Peut-être plus très droite. Elle ressemble plus aux rainures initiales, quoi, quand la balle a été tirée. Tout a bougé, quoi. Est-ce que l'audition de la victime a donné le nom de l'auteur? Non. non. Visiblement, il ne le connaît pas, donc on pense qu'il a été envoyé par quelqu'un. Genre la femme enfin que... Il n'agit pas de son propre chef. Non mais il ose pas le dire là. Après, qui est derrière? On s'en doute un petit peu, on s'en doute un petit peu. C'est au 36 quai des Orfèvres à Paris que se situe le laboratoire de police scientifique. Sylvain ne perd pas une minute, la balle doit être expertisée au plus vite. Pour l'instant on n'a pas les détails, mais vous vous rendez compte à quel point il faut détester une personne pour... Sachant que c'est une personne avec qui tu as eu un enfant, pour pouvoir commanditer son meurtre. Après peut-être on va le trouver, peut-être c'est pas elle du tout. Mais dans l'idée on voit où est-ce que ça s'enligne là, clairement. Je vous apporte une ogive pour une expertise balistique. L'ogive... On veut la vérité là. Voilà la réquisition judiciaire. Il peut y avoir des résidus biologiques, de l'ADN en surface. C'est aussi la seule preuve pour déterminer le calibre de l'arme utilisée par le tireur. J'espère que la balle n'était pas trop écrasée non plus là. On a toujours des urgences, mais ça dépend ce que vous entendez par urgence. On n'a pas de garde à vue en cours là, pour l'instant. La balle est très abîmée. Les experts demandent une semaine de délai pour l'analyser. Quoi, il est flouté? J'imagine que c'est pour le bien du secret de l'enquête là, dans le sens où il faut qu'il préserve son identité, sachant que lui il est dans l'enquête là. Les collègues de Sylvain ont bien avancé sur une autre piste. Je sais pas. La téléphonie. Peut-être qu'il voulait juste pas aussi. Lors de son audition, la femme affirme ne pas connaître le tireur. Les policiers obtiennent une fadette, c'est-à-dire un relevé téléphonique de ses communications. Ouh, s'il la chope avec ça... On est sur le téléphone de l'ex-femme de la victime, celui qui a été volé au moment de l'agression. Les faits ont lieu vers 20h30, a priori. Donc là, on peut voir, par exemple, que le portable, aux alentours de 20h30, le 14 juin, le portable était situé à Colombes. Donc chez l'ex-mari. Voilà, tout à fait. Alors ça, ce sont tous les appels qu'a passé madame dans les jours c'est ça. Précédents. Bon, en tout cas, dans la journée. Par exemple, sur cette fadette-là, on voit que ce numéro-ci a été appelé 14 fois. 14 appels. Le même jour, à la même personne, jour de la tentative d'homicide. Vraiment nul à chier comme meurtrier en vrai là. Les policiers cherchent à en identifier le propriétaire. Combien il t'a chargé là parce qu'il est trop nul? Mais il a donné une fausse identité en achetant son portable. Ils étudient le relevé détaillé du numéro en question.
Et surprise... Oh, vous êtes intéressant, pourquoi vous comptez tuer des gens? Là, vous prenez des notes, c'est ça? Après le crime, je vous connais les gens du chat, ce là. numéro mystère et le téléphone volé de l'ex-épouse de la victime sont partis au même endroit, en Seine-Saint-Denis. C'est donc bien le portable du tireur, et a priori, ils se connaîtraient. Madame Boulas, au niveau des investigations téléphoniques, on a pu confirmer que le téléphone de l'ex-femme de la victime... Ah, j'aimerais savoir ses excuses, là. On veut avoir les excuses de la dame. Quoi? Moi, elle lui parle au téléphone, je savais pas c'était qui. s'est retrouvé... Non, mais les 14 appels, pas moi. En même temps que le téléphone qui est sous surveillance. Ils activent la même borne au même moment. Donc on peut, on confirme le fait que les deux sont en rapport, car ce numéro sur surveillance avait déjà été contacté un peu plus tôt, tout à fait, vers 20h12. Oh, wow, quelqu'un dit c'est toi, notre prochaine cible qu'il m'a dit. Oh, on le fout au gulag. Ouais, je suis dictateur, frérot, t'as essayé de tentative de meurtre là sur le dictateur, t'es mort, t'as pas le droit. Oui, ils se connaissent et les deux sont impliqués. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'on continue en flag ou est-ce que vous voulez qu'on change de cadre juridique pour éventuellement mettre le numéro sur surveillance, sur écoute? On peut ouvrir à ce moment-là, on ouvre vendredi. Pas de problème. Bonne fin de journée. Non, il est trop con. Au revoir. Je mets plus la faute sur le tueur parce que techniquement c'est son taf. Comment il peut laisser autant de traces? Il laisse des appels avec elle et tout là. Le parquet n'a pas le droit d'ordonner des écoutes téléphoniques dans les affaires criminelles. Fin de l'histoire pour la vice-procureure. Marie-Laure Boubas doit passer le relais à un juge d'instruction, nouveau patron de l'enquête. Ainsi le veut la loi. Dès le lendemain, grâce aux écoutes, l'auteur des coups de feu est arrêté. Il avoue qu'il s'est improvisé tueur à gages. Madame lui aurait remis 1 000 €. C'est tout? Les deux complices présumés sont incarcérés pour tentative d'assassinat. Tu m'étonnes, c'est fucking leader. Bro, what the fuck? Comment tu peux t'attendre? Wow, la dame, c'est 10 000 €, parfait, ça va être le meurtre le plus excellent de la Terre, là. Yo, je suis dépité, là, j'ai plus les mots, là. Franchement, là, c'est terrible, là. Comment on pouvait s'attendre à un meurtre là de qualité avec 1000 balles déjà initialement? Et comment le frérot peut demander 1000 balles pour juste un meurtre? Et surtout là, c'est le ultimate karma de l'année là. Frérot s'est fait tirer dessus, pour la vie lui a dit non, non, tu vas vivre. Et en plus l'autre va en prison, c'est merveilleux. Il risque la prison à perpétuité. Bah oui, pour le scénario improbable là, c'est pas possible là. Je vous jure, on dirait des scénarios de films un peu nuls là. C'est incroyable, improbable surtout là. Une vie vaut plus que 1000 balles. Visiblement pour certaines personnes non. Mais wesh, 1000 balles. Frère, c'est même pas le prix d'un iPhone. C'est un truc de fou, genre, c'est un truc de fou. Encore eux qui l'ont foré ce meurtre. Somme-Suip, dans le département de la Marne. Dans la matinée du 27 janvier 2014, Sophie Richard, une jeune mère de famille, rentre chez elle et découvre que sa maison a été cambriolée. Totalement paniquée, elle court demander de l'aide à son voisin Gwenaël. J'aime bien l'ambiance, la musique et tout. Là, c'est bon, que je prépare. Quand je rentre, je vois qu'il y a un petit peu de bazar dans cette pièce-là. Et la baie vitrée était ouverte. La scène que va découvrir Gwenaël le hante encore. Gwenaël. On arrive vers le garage, elle ouvre le garage, et là elle passe le long de la voiture, et elle dit là, c'est mon mari. Elle s'exclame, c'est mon mari, comme ça. Quand je m'approche assez près à distance pour le toucher, je me suis rendu compte qu'il était mort, hein, avec une pioche qui est posée sur lui. What? Ouais, c'est des meurtres deep là, ouais. Un crime d'une rare violence. La victime a été massacrée à coups de pioche. J'y pense tous les jours. What the fuck? Oh, le meurtre là de malade mental. On peut pas oublier. On vit avec, mais on n'oublie jamais. Pour quelle raison un cambrioleur aurait-il pu s'acharner avec autant de violence sur le corps de Julien Thévenet? Mais qui pouvait en vouloir à ce militaire, père de famille sans histoire? Oh, le titre qui spoil un peu tout là, mais ok, non mais on voit parce que ça s'enligne. Oh shit! En enquêtant, les gendarmes... C'est peut-être pas un homme sans histoire, vraiment là. Jean-Luc Thévenet doit vivre avec l'absence de son fils, dont il était si fier. Ben ça c'est l'insigne de l'armée de l'air. Et puis ces galons de sergent qu'il avait obtenus quelque temps auparavant. À 24 ans, Julien réalisait son rêve de gosse, travailler sur les avions de chasse Rafale. Mécanicien, sous-officier dans l'armée de l'air, il nage en plein bonheur depuis qu'il a rencontré Sophie 2 ans plus tôt. Entre eux, le coup de foudre est immédiat, comme se rappelle Annabelle,
la meilleure amie de Sophie. C'est le couple idéal. Je sens qu'il va y avoir des vérités qui vont faire mal là, je le sens. Comme tout couple, content d'être ensemble, tout se passe bien. C'était la bonne, c'était la femme de sa vie, il était prêt à tout donner. À 24 ans, Sophie est déjà maman d'un petit garçon, issu d'une précédente union. C'est une famille recomposée heureuse, comme on le voit sur ces images. Waouh! Ça va très vite. Hein. Il nous annonce qu'elle est enceinte. Quelques semaines après, il nous annonce qu'il décide de déménager, de prendre un appartement avec elle sur Chalon. Début 2012, à la naissance de leur fille, Sophie arrête de travailler pour s'en occuper. C'est Julien, seul, qui subviendra aux besoins du foyer avec sa solde de 1 700 €. Dès lors, sa compagne va montrer son vrai visage, celui d'une jeune femme dominatrice, obsédée par l'argent. Oh, l'ambiance qui change tout à coup. Là, on parlait de couple parfait, de couple heureux. Et là, c'est à ce moment-là qu'on connaît vraiment les gens. Là, surtout qu'on se marie, on décide de vivre avec la personne, l'enfant. On voit tous les vrais côtés, là. Le vrai visage. Yo, est-ce qu'il y a des gens comme ça C'est sûr, dans le chat, là, ça a dû vous arriver. Genre, par exemple, de vivre avec quelqu'un et de vous rendre compte, en fait, que la personne, finalement, c'était peut-être pas celle que vous croyez être. C'est juste comme ça qu'on sait, hein, qu'on vit vraiment avec la personne. Notamment lors du premier Noël dans la famille de Julien, au moment des étrennes. Les oncles, les tantes, tout le monde donne une petite enveloppe à Julien. Et au moment, en plein repas de... Pas nécessairement en couple, hein, même en amitié. Hein. De Noël, le 24 au soir, Sophie Richard prend toutes les enveloppes qu'avait reçues Julien et commence à compter l'argent à table, devant tout le monde. On était sidérés, on n'a même pas pu réagir tellement que c'était énorme. Et après, elle a pris son ordinateur, elle a été sur ses comptes, elle a fait ses comptes. Jean-Luc commence à s'inquiéter lorsqu'il découvre que son fils n'est plus maître de son argent. On avait accès au compte à Julien. Dès qu'elle l'a su, elle l'a fait changer de compte. Quoi? Au fil des semaines, l'emprise de Sophie ne cesse de grandir. Là. Ambiance très bizarre. Julien a son compte personnel, a la procuration sur son compte, et tout l'argent de Julien est systématiquement reversé sur son compte. Il ne possède absolument plus rien. Pourquoi elle fait ça? Oui, ça vole l'argent du petit, là. Il n'est plus en possession. D'abord, à ce point-là, addict à l'argent? Elle y a coupé tout moyen de paiement. Lui qui était si généreux refuse soudainement de dépenser le moindre sou. Magnifique cette image. Même ses collègues militaires ne le reconnaissent plus. Elle lui imposait une douche tous les 2 jours, quoi. Pourquoi? Pour économiser l'eau. Il est parti en mission à l'étranger. Et c'est sa maman qui a dû lui faire des virements pour qu'il puisse vivre là-bas, quoi. C'est là que je me rends compte que l'amour rend aveugle pour de vrai, là. C'est derrière, c'est que le frérot, il a accepté ce genre de lifestyle-là. C'est fou, hein. J'imagine que c'est parce qu'il a été... je vous dis, l'amour, là. En gros, il passait... Ça rend les gens fous. Il voulait pas jamais payer. Mais c'est pas qu'il voulait pas payer, c'est qu'il ne pouvait pas. Éperdument amoureux, Julien accepte toutes les brimades. Et va même jusqu'à demander Sophie en mariage. Ça aurait pu être une belle photo, quoi. Il aurait fallu qu'elle sourie. Ok. Julien, oui, il était heureux, lui. C'est vrai qu'il aime pas beaucoup, hein. Elle, je l'ai vue juste râler, donc je peux pas dire que... Ouais, visiblement, il l'aime pas du tout, en fait. On a compris. Un mariage au rabais. C'est vrai, il a raison, en vrai, elle sourit jamais. Même pour ce jour de fête, Sophie a rogné sur toutes les dépenses. Ah oui, c'est un pique-nique, là, c'est pas un mariage. Quoi? Je peux même pas appeler ça un mariage. Non, un pique-nique, là. Une communion, on fait mieux. C'est triste à dire, c'est surtout triste pour Julien. Sur ces images, la mariée esquisse à peine un sourire. Et pourquoi? Mais elle fait quoi de son argent, là, par curiosité? C'est ça que je me pose comme question, là. Elle n'aime déjà plus son mari et mène depuis de longs mois une double vie. Oh, me frustre là. Je vous jure, je suis frustré là. Comment ça? Oh, déjà, elle impose son lifestyle là de rat. Et derrière, elle fait ça derrière. Oh my god. Non, mais je suis fâché en vrai de vrai là. Je suis vraiment fâché. La journée, lorsque Julien est au travail, elle passe son temps sur des sites de rencontres et multiplie les aventures extra-conjugales. Ok, elle en a plusieurs en plus là, what? Et l'une de ces relations va devenir plus sérieuse que les autres. Lorsqu'elle rencontre Sébastien Chantereau, 27 ans, sans emploi. La double vie. Lui aussi tombe fou amoureux d'elle et va jusqu'à la présenter à sa grand-mère, Liliane. Mon petit-fils avec Sophie, ah oui, il était amoureux. Oui, puis il était content. Il est venu avec elle chez moi, avec les 2 enfants. Elle arrive ici comme si elle était chez elle.
Des fois, hein. Pas de soucis, elle mange tout le temps là. Après, attendez. Pour être fair play, il me semble qu'il y avait des red flags il y a longtemps, là. Sachant que le fait que, genre, elle prenait l'argent des enfants. Le mariage, c'est un méga red flag, là. Je suis désolé, mais tu sais, quitte à se marier, au moins faire un truc décent, là. Ouais, frérot, il y avait quand même beaucoup de red flags, genre, avant toute chose. Hein. La de Sophie passe de moins en moins inaperçue. Julien ne peut plus fermer les yeux. Pour le militaire, ces humiliations ne peuvent plus durer. Le 20 janvier 2014, 4 jours avant sa mort, il annonce à Sophie qu'il souhaite divorcer. Une scène éclate alors entre le couple, comme Julien le rapporte à son père. Elle a pleuré, elle voulait pas, elle était en pleurs et tout. Alors pourquoi elle faisait ça? Pourquoi elle... Mais j'ai tenu bon, hein, parce que j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que je me sorte de là. Et on voit qu'il est vraiment décidé. Elle va se coucher, et le lendemain matin, comme par miracle, elle dit c'est bon, je suis d'accord, j'accepte. Un volte-face surprenant. Oh là là, et la photo qui fait vraiment peur là tout à coup maintenant qu'on connaît l'histoire là. En réalité, elle aurait déjà mis en place un plan diabolique pour se débarrasser de son mari. Yo, j'ai des frissons là, elle me fait peur. 4 jours plus tard, le corps sans vie de Julien Thévenet est retrouvé à leur domicile. Et d'ailleurs, ce matin-là, alors qu'il découvre la scène du drame, le voisin s'aperçoit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un banal cambriolage. Quand il y a un cambriolage, l'excuse du cambriolage. Il n'y avait rien de bougé dans la maison, juste un peu des tiroirs par terre dans la salle à manger. La télé, tout ce qui était télé, informatique, tout ça était en place dans la salle à manger. Ce qui interpelle le plus Gwenaël, c'est l'attitude de Sophie. Oh my god! Ça veut dire que le frérot, là, ici, là, qui a trouvé le corps, il était en compagnie d'elle qui a commandité le meurtre. Oh, comment il a dû avoir des frissons après, là, quand il a su ça? Elle pleurait pas plus que ça, elle a pas été Quoi? plus... Oh, le jeu d'actrice qu'elle a dû avoir! Lui, il va se revoir cette scène-là chaque fois et se dire, waouh! C'était elle, en fait. Plus choquée, elle m'a semblé un peu suspecte. Quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent sur les lieux. Pour eux non plus, la thèse du cambriolage qui a mal tourné ne tient pas une seconde. Ils sont convaincus que le sergent Thévenet a été assassiné. Ils décident alors d'auditionner les proches de la victime. Devant les enquêteurs, les témoignages sont accablants pour Sophie Richard. Les premiers mots de mon épouse, c'est « elle l'a tué ». Ça a été les premiers mots, c'est sorti du cœur. J'ai dit « c'est elle ». J'ai dit « c'est elle ». J'ai dit « de toute façon, elle y est pour quelque chose ». Je ne dis pas qu'elle l'a tué, mais elle y est pour quelque chose. T'es un visionnaire, le frérot. Un élément disculpe la femme du militaire, l'arme du crime. Sur cette pioche, on ne retrouve ni ses empreintes, ni son ADN. Alors, on se retient au niveau des blagues Fortnite, s'il vous plaît. De plus, selon l'avocate des parties civiles, Sophie explique alors aux enquêteurs qu'elle a un alibi. Sophie Richard, lorsqu'elle est entendue, elle va admettre qu'elle était avec son amant ce week-end-là, mais elle va expliquer qu'elle ne sait rien sur ce qui s'est passé. Les enquêteurs décident alors de vérifier cette version et s'intéressent à l'amant. Ils découvrent alors qu'il a un casier judiciaire fourni. Sébastien Chantereau a déjà été condamné pour des faits de violence. Ok, sachant qu'il a un casier judiciaire, vous pensez que c'est qui des deux qui a trouvé l'idée en fait du meurtre? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui a dit à la femme, je peux t'en débarrasser? Ou c'est l'autre qui a dit, je veux que tu tues là? Parce que dans tous les cas, ils sont impliqués. C'est plus genre qui a eu la première idée. Je veux dire, je comprends que c'est quoi, ils sont arrivés à un consensus, ils se sont dit, oh let's go, on le tue. Alors, la majorité des gens ont l'air de croire que c'est la femme, ok. Pour son avocat, un élément va mettre à mal leur alibi. C'est l'analyse de ses relevés téléphoniques. Encore le téléphone. Ils oublient ce concept, les tueurs, là, visiblement. Découvrir que le téléphone portable de Sébastien très mauvais tueur borne à l'heure du crime au domicile de Sophie Richard et de Julien Thévenet. Trahi par son téléphone portable, l'amant est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Frérot. Sébastien Chantereau, sur ses premières auditions, va tout nier. Et à la 5e audition... la vérité! Il va finir par craquer et il va effectivement avouer et raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. S'il avoue aussi vite, c'est parce que Sébastien Chantereau est alors convaincu qu'il a bien agi. Il pense que Sophie est victime d'un mari brutal. Retournement de situation, bizarre. What the fuck? Comment ils ont pu... Non, bizarre.
Sophie, ils essaient de nous retourner le cerveau. Je suis pas sûr encore. Là, attendez. Qu'est-ce qui se passe? a dit que c'était un homme violent, qu'il l'a violé carrément, qu'il a tapé, qui tapait les enfants. Sébastien Chantreau pense que Julien Thévenet est un vrai salaud, entre guillemets, puisque l'image que lui renvoie Sophie Richard de cet homme est une image abominable. Un portrait de la victime monté de toutes pièces par Sophie Richard. Ok, mais est-ce que ça justifie un meurtre derrière? C'est là où on voit... Parce que derrière, là, c'est la manipulation de ouf, comment, Sophie Richard a réussi à manipuler son amant. La suite du récit que Sébastien Chantereau livre aux enquêteurs va finir de les convaincre que c'est elle qui a tout organisé. Vous avez raison, mes visionnaires, là, mes enquêteurs du chat, là, damn, je j'étais pas sûr. Moi, je me dis, plus que Frérot avait un gros cas judiciaire, peut-être qu'il a proposé que... Parce qu'au final, c'est lui qui l'a tué. Mais damn, c'est elle qui aurait tout organisé ça avec la personne avec qui elle s'est mariée. Waouh. Bro, ils sont mariés. Le 24 janvier au soir, l'amant attend dans un bar le feu vert de Sophie Richard. En épouse modèle, celle-ci accueille son mari à la maison en lui servant son apéritif préféré, un pastis bien chargé. Oh, c'est horrible, hein. C'est horrible. Elle savait tout ça dans sa tête, la pire. Oh. Et surtout l'autre qui a retrouvé son corps, là, qui était avec elle. Oh. Ce verre de pastis qu'elle lui donne, dans lequel il y a 8 comprimés de somnifères. Et ensuite, elle lui envoie, je crois qu'il est 18h30, un SMS pour lui dire à Sébastien Chantreau, viens, dépêche-toi, cours, arrive, grouille. Oh, la malade. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Ce qu'il va faire... Oh, c'est horrible. Les deux amants transportent ensuite le corps endormi de Julien Thévenet jusqu'au garage. Et elle va lui dire maintenant, tu te débrouilles, il faut le tuer. Il va finir par trouver cette pioche qui se trouve là dans le garage et commencer à donner des coups. 7 coups de pioche et donc un de ces 7 coups sera le coup fatal. Il faut savoir que pendant que se déroulent ces différents... Attendez que je résume. Et après, elle a tenté de faire passer ça en mode jeu d'acteur auprès du voisin là quand il est arrivé. Oh, c'est horrible là. C'est horrible ce scénario là. What the fuck? Macabre. Les enfants de Sophie Richard sont dans la maison. Sophie Richard faisait des allers-retours. Sophie Richard, j'ai peur là. La scène du crime où son mari est en train de se faire tuer et la maison. Mais alors, pour quelle raison Sophie a-t-elle orchestré un tel scénario? Ouais. Genre pour les enquêteurs. Si te battais pas, si toutes ces histoires-là c'était du fake là, qu'est-ce que... Pourquoi? Genre divorcer, ça existe pas comme concept là? Le mobile, c'est l'argent. La mort de son mari lui aurait permis de toucher 230 000 €. Oh non! C'est une malade! Oh, je vous jure, j'y avais pas cru au concept de l'assurance là. Je me disais c'était pas possible là. Mais quoi que maintenant, je savais pas qu'elle était assise. L'assurance vie et le remboursement du crédit de la maison. Oh, je suis choqué. Le procès des amants meurtriers s'est tenu il y a 3 semaines à la cour d'assises de Reims. Sophie Richard, à la barre, reconnaît sa culpabilité. C'est elle. Oh, c'est elle, c'est la première fois qu'on la voit là. Mais est restée muette sur ses motivations. Au terme des 3 3 jours d'audience, elle et son amant sont tous les deux condamnés à 30 ans de prison pour assassinat et complicité d'assassinat. Seul Sébastien Chantereau a fait appel. Pourquoi? Genre sachant qu'elle a avoué là, pourquoi tu fais appel frérot? Oh, yo des scénarios. Bro, tiré tout droit d'un film là, c'est abusé. C'est des trucs qui se passent pour de vrai. C'est ça qui rend le truc encore plus effrayant là. Oh mon dieu. Son appel, c'est ça qui sert à rien, forcément. Pourquoi faire? Sachant qu'ils ont tout avoué, il est con. Il va le prendre ses 30 ans là. Là il est en mode regret là. Yo, ça fait peur là. Je vous l'avais dit, l'amour fait peur, mais là c'est l'amour de l'argent. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Dépité de l'humanité après avoir vu ça. You know, être tout seul dans la vie c'est bien au final, vous avez vu, il y a des avantages hein. Dans mon bag, fuck cette hoe, elle me rend mad. J'ai appris ma leçon et pour ça je suis glad. S'il y a une chose qu'elle a fait c'est me lag. Et je sais qu'elle va sûrement le faire à son ex. Fuck, sur lui je flex. Fuck sur une hoe, après ça je l'annexe. Ta femme bord le bag, retourne sur le bench.